Le monde, plus que jamais attentif en ce début de semaine de ce qu'il va advenir des ex-passagers du MV Ondius. Ce navire de croisière, dont les dernières évacuations sont donc prévues cet après-midi, il est au cœur de toutes les interrogations. De nouveaux passagers ont été testés positifs à l'hantavirus, un Américain, une Française également, qui figure parmi ces 5 ressortissants rapatriés hier à Paris. Tous ont depuis été placés à l'isolement. Dans quel contexte et selon quel protocole sanitaire exactement? Comment vont-ils être pris en charge? Faut-il s'inquiéter de les voir arriver dans nos pays? Quid aussi des cas contacts chaque jour plus nombreux, dont certains n'ont toujours pas été approchés? Sommes-nous enfin réellement en mesure d'écarter aujourd'hui un potentiel risque de pandémie? Ça fait beaucoup de questions qu'on va poser aujourd'hui à Antoine Flahault. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pendant cette demi-heure. Vous êtes épidémiologiste, professeur de médecine à l'université Paris-Cité, à l'hôpital Bichat également, qui accueille donc ces 5 anciens passagers. On va peut-être commencer par aborder les cas français. Ces 5 personnes qui sont arrivées à l'hôpital Bichat, dont cette femme contaminée à l'hantavirus. Le test s'est révélé être positif. Elle a déclaré une fièvre. Son état de santé s'est dégradé dans la nuit au moment de son transfert. Bref, état des lieux pour commencer en images avec Marc Paupe et Eugénie Meyer. C'est désormais officiel, la France compte son premier cas d'hantavirus. Il s'agit d'une femme, une passagère évacuée ce dimanche du MV Ondius. Une des personnes pendant le voyage en avion a eu des symptômes. Elle s'est malheureusement dégradée cette nuit et je peux dire ce matin que les tests sont revenus positifs à l'hantavirus. 4 autres personnes sont toujours hospitalisées. Les tests sont en cours. Ils resteront au minimum 15 jours à l'hôpital Bichat à Paris. 22 cas contacts ont aussi été identifiés. Ils étaient tous à bord des vols pris par les croisiéristes. 8 étaient dans un avion reliant Sainte-Hélène à Johannesburg. 14 autres dans un vol reliant Johannesburg à Amsterdam. C'est des personnes qui ont eu un contact prolongé proche. Dans le Covid, c'était un peu plus que ça. Si c'était la rougeole, ça sera encore plus. Là, on est avec les critères que l'on connaît. Donc c'est plutôt quelque chose sur l'entourage proche, et puis un contact, prolongé. Les autorités demandent aux 14 passagers du vol vers Amsterdam de les contacter rapidement. Le Premier ministre doit tenir une nouvelle réunion dans la journée. Voilà, on va donc commencer par s'intéresser à ces cas français. Avant d'aller retrouver Julie Dingelhoff qui se retrouve devant l'hôpital Bichat avec lequel donc vous travaillez. Antoine Flahault, un mot donc de ces 5 Français qui sont rentrés sur notre territoire il y a quelques heures maintenant, dont cette femme testée positive. Est-ce qu'il faut ou pas s'en inquiéter aujourd'hui? On entend beaucoup d'interrogations s'exprimer ici et là. Est-ce qu'on a raison de s'interroger déjà? Alors, toute la communauté internationale est vraiment sur le qui-vive. La vigilance est au maximum parce qu'à chaque fois qu'il y a une émergence d'un virus, il n'est pas nouveau celui-ci. On n'est pas comme le Covid où on avait un virus totalement nouveau qui n'avait jamais circulé dans l'humanité au préalable. Ici, on a un virus qui circule depuis 30 ans, qu'on connaît donc partiellement parce qu'il circulait plutôt dans des villages assez reculés de Patagonie, de la cordillère des Andes, entre le Chili et l'Argentine, mais il y restait cantonné. Là, on a un virus qui, en effet, commence à sortir des frontières et la chance que l'on a, ou dirais, la configuration extrêmement particulière, c'est que tout ça est survenu sur un bateau où tous les cas et tous les contacts sont dénombrables, identifiables. Donc maintenant, l'enjeu majeur, c'est d'arriver à ne pas permettre à ces cas contaminés de contaminer d'autres personnes. Vous parlez du bateau et des conditions effectivement exceptionnelles. Donc, ces passagers, ils étaient confinés sur un navire au large. On a décidé de les débarquer. Est-ce que, à vos yeux, aujourd'hui, c'est une bonne chose? Je pense que c'était la seule chose à faire. On ne pouvait pas laisser les personnes dans le bateau. Ne serait-ce que la Française, qui en ce moment est en soins intensifs, elle bénéficie de l'infrastructure sanitaire des hôpitaux de Paris. Elle n'aurait pas eu cela dans une chambre, une cabine d'un navire de croisière. Donc le navire de croisière n'était pas adapté, d'autant plus que cette maladie est particulièrement grave et sévère. C'est-à-dire que quand les symptômes arrivent, malheureusement, pour un très grand nombre de cas, ce sont des syndromes de détresse respiratoire qui nécessitent les soins intensifs. On n'a pas cela à bord d'un bateau. On n'aurait pas pu seulement débarquer les cas qui s'avéraient être positifs, pardon de la question, mais c'est une question qui se pose aujourd'hui. Oui, mais vous avez vu la rapidité avec laquelle la personne est passée de la positivité aux soins intensifs. Donc il vaut mieux... Elle n'avait pas de symptômes? Non.
Elle a pris l'avion, une fièvre, voilà. Et là, vous nous apprenez qu'elle est en soins intensifs. On n'avait pas l'info, nous. Oui, alors exactement. Donc, on a ici des symptômes d'une grande gravité. C'est 60% des patients dans la littérature qui montrent que lorsqu'ils sont infectés par l'hantavirus, ont besoin de soins intensifs. Donc c'est extrêmement fréquent d'être très malade quand on est infecté et quand on est malade. Donc aujourd'hui, je pense que le mieux, c'est que toutes ces personnes soient, pendant toute leur durée d'incubation, très près de structures hospitalières qui, d'une part, savent prendre en charge ces patients-là, c'est la première des choses, et puis la deuxième chose, c'est qu'ils savent très bien aussi se protéger. À l'hôpital Bichat, on sait se protéger contre ce type de virus. C'est un virus qui, pour moi, a la même gravité que Ebola. On n'est pas dans du virus de la grippe ou du Covid. On est dans des virus d'une très grande gravité quand on est infecté. On va justement aller prendre le pouls à l'hôpital Bichat, où se trouve pour nous Julie Dingelhoff. Bonjour Julie, vous y êtes depuis plusieurs heures maintenant. Parlez-nous donc de cette prise en charge de ces 5 Français, notamment de la prise en charge de cette femme dont tout le monde parle aujourd'hui. Oui, tout à fait. 5 Français qui ont débarqué à bord d'un Falcon en France hier, qui ont été pris en charge donc ici à l'hôpital Bichat, qui a une unité spéciale pour pouvoir gérer ce type de patients. Une personne, vous l'avez dit, une femme, a décrété de la fièvre dans l'avion, puis son état s'est considérablement dégradé, comme vient de le dire votre invité à l'instant à l'antenne. 4 autres personnes sont aujourd'hui évidemment sous un suivi très strict au sein de l'hôpital, avec des tests qui sont réalisés à différentes reprises. Pour l'instant, ils sont négatifs, mais selon la ministre de la Santé, il pourrait rester 15 jours en hospitalisation, un délai qui pourrait être prolongé puisque la durée d'incubation de la maladie peut aller jusqu'à 6 semaines. Ils sont pris en charge dans un service spécialisé avec des chambres à flux d'air pour éviter la contamination au sein de l'hôpital. Un protocole sanitaire donc très strict qui rappelle notamment celui qui avait été mis en place lors de l'épidémie de coronavirus. Vous, Antoine Flahault, vous travaillez directement avec l'hôpital Bichat et notamment vous avez des infos concernant la prise en charge de ces patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concrètement ? Ils sont chacun dans une chambre. On parle du système de ventilation aussi qui est particulier. Donnez-nous des détails peut-être. Oui, en fait, ces structures hospitalières sont dédiées pour ce type de problème. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'une personne arrive avec un virus contagieux, connu ou inconnu, et il faut tout faire pour que surtout, déjà, il ne contamine pas le personnel qui s'occupe de ces patients et qui, d'autre part, ces virus ne risquent pas d'aller contaminer l'entourage de la communauté. Donc c'est-à-dire, il faut quoi ? Des masques, un équipement particulier ? Oui, les équipements sont des équipements extrêmement sophistiqués et permettant vraiment la protection totale des personnels. D'ailleurs, les personnels ne rechignent pas du tout à s'occuper de ces patients parce qu'ils se savent totalement protégés. Ils ne font pas de faute là-dessus. Et puis, d'autre part, l'environnement même, le recyclage des eaux usées, tous les produits qui sont utilisés à usage unique, etc. Tout cela fait l'objet de mesures très particulières et très spécifiques que seuls certains sites hospitaliers très spécialisés sont capables de faire. C'est pour ça que je pense que c'est très important que ce type de problème soit pris en charge vraiment dans des structures hautement spécialisées. En Espagne, c'est un hôpital militaire. En France, c'est l'hôpital Bichat. Dans chacun des pays, aujourd'hui, en Europe, a la capacité de vraiment gérer de façon très sécurisée pour le personnel et pour l'entourage et pour aussi la communauté, ce type de patients qui, tant qu'on a ces incertitudes, restent en effet à très haut risque et doivent faire l'objet de la plus grande vigilance. Le risque public a été jugé faible par l'OMS et en même temps, on sait que l'OMS peut réviser son jugement assez vite, notamment la transmission interhumaine était quasi impossible lundi. Le mercredi, elle a été confirmée, d'où aussi ces doutes du grand public. Est-ce que vous comprenez ça, que les gens soient inquiets? Oui, alors, vous savez, la communication de l'OMS est difficile, elle est très compliquée parce que l'OMS fait face presque tous les jours à des émergences épidémiques de ce type. Ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, il y a un très très grand nombre de virus comme ça qui émergent. Ils émergent dans des petites communautés, dans des villages, dans des prisons, dans des hôpitaux, dans des bateaux. Et l'OMS ne peut pas sonner l'alarme en permanence en disant il va y avoir une pandémie, il va y avoir une pandémie. Souvent, on est inquiet. On voit ce genre, vous savez, la grippe aviaire aux États-Unis, ça remonte à il n'y a pas très longtemps et on était tous un peu inquiets. L'OMS ne peut pas se permettre de trop sonner l'alarme. Vous savez, sinon, c'est un petit peu Pierre et le loup, c'est-à-dire qu'à la fin, on finit par être un petit peu mitridatisé, ne plus tellement écouter ces messages d'alerte. Donc l'OMS
est prudente et évolue au cas par cas, joue au fil de l'eau, on va dire. Et lorsqu'il y a de nouvelles informations, elle peut être amenée à réviser, à renforcer. Elle vient de publier d'ailleurs une recommandation qui renforce encore un peu la surveillance. La France aussi a publié un décret cette nuit qui renforce les potentialités de surveiller, notamment d'isolement des cas contacts. Mais cette posture, forcément, elle contribue aussi à accentuer cette forme de défiance qu'on ressent vis-à-vis d'une institution comme celle-ci et aussi du discours scientifique, médical. Vous comprenez ? Oui, alors on ne peut pas reprocher trop à l'OMS ici d'avoir été son manque de réactivité. Elle a été très réactive. Elle a envoyé son directeur général coordonner les opérations d'évacuation. Donc on peut dire que l'Organisation mondiale de la santé a pris très tôt, est montée sur le pont, si je puis dire, très tôt dans cette aventure et a montré sa grande vigilance, a permis aussi une évacuation sanitaire qui, à mon avis, se passe dans de très très bonnes conditions. Il faut que tous les pays la respectent. Ça, c'est un autre problème, une autre problématique, parce que les États sont souverains. L'OMS n'est pas supranationale. L'OMS ne peut pas nous dicter ce que nous devons faire. Et donc, certains pays peuvent décider différemment de l'Espagne ou de la France. Alors, notamment en matière de protocole sanitaire, je crois que ce qui est recommandé en France, c'est... Alors, on nous dit que au moins 15 jours d'isolement sont requis, mais a priori, ça va être plutôt 42, vous me confirmez ? Oui, plutôt 6 semaines, c'est ça. Ou c'est peut-être même 42 éventuellement... Et on révise après, en fait. On va jusqu'à 42 et puis on voit ce qui se passe. Voilà, mais probablement, en tout cas, on sait que l'incubation peut durer 6 semaines. Vous avez raison. Voilà, donc ça, c'est ce que va appliquer la France et de nombreux autres pays, mais les Américains ont déjà commencé à dire, nous, on va faire à notre façon. L'isolement, ce ne sera pas pour tout le monde ? Alors, ça, c'est pas un danger, c'est pas un sujet ? Ce serait un danger si c'est le cas. On verra. Les États-Unis, comme maintenant on en a l'habitude, ont un discours qui un jour va dans un sens et l'autre jour dans l'autre. La première chose qu'ils ont dit, c'est on va hospitaliser tout le monde dans un hôpital du Nebraska dédié, qui ressemblait finalement à notre hôpital Bichat Claude Bernard, et tout le monde sera là en quarantaine pendant 42 jours. Puis en effet, après, le discours a changé. On a dit non, ils rentreront chez eux. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. C'est trop flou. Mais le fait qu'un Américain ait été découvert aussi comme diagnostiqué positif, alors que lui n'avait aucun symptôme. Je ne sais pas quand il aura des symptômes, mais c'est une information très importante parce que ça veut dire que même avant que l'on exprime des symptômes de cette maladie, le virus peut être contaminant. En étant asymptomatique. C'était le cas aussi avec le Covid. On s'en souvient très bien. Exactement. Donc si on a cette information en plus pour l'antivirus des Andes, alors peut-être que la précaution est vraiment de rigueur. On a évidemment tous en tête la pandémie de Covid. C'est impossible de ne pas faire le parallèle, notamment ce bateau. C'était parti un peu de la même manière aussi avec le Covid. Est-ce que vous excluez aujourd'hui qu'on revive la même chose ? Alors, il n'y a pas que le Covid. C'est vrai qu'on est très hanté par le Covid, mais il y a d'autres exemples qui C'est notre standard à nous, grand Oui, public. alors, le standard Covid, déjà, il y a des grandes différences. Premièrement, le virus, on le connaît depuis 30 ans. Ce n'était pas le cas du Covid. Il y a des vaccins qui sont en cours de développement. Ce n'était pas le cas du Covid. On a, pour la souche andine aussi ? Pour la souche andine, oui. On n'a pas non plus, on n'a pas les mêmes caractéristiques. C'est un virus qui en fait est beaucoup plus dangereux que celui du Covid, puisque 30% de létalité, c'est-à-dire de mort par infection, c'est beaucoup plus que le 1% de mort par infection du Covid, qui était au maximum de 1%. La grippe, c'est 1 pour 1000. Donc on n'est pas du tout dans ce type de... Alors, bon, le fait que cette émergence se passe dans un bateau, encore une fois, est aussi une opportunité pour intervenir précocement et exhaustivement. C'est pas pareil que quand, dans une grande métropole comme Wuhan, un virus se répand dans la communauté et de façon très insidieuse. Rappelez-vous parliez vous-même des cas asymptomatiques. Il y avait des gens qui étaient sans symptômes ou avec très peu de symptômes et qui répandaient dans la communauté le virus. Sauf qu'on a commencé déjà à nous parler de ces cas contacts qui sont chaque jour un peu plus nombreux. Il y a 22 cas contacts identifiés en France, dont certains sont complètement perdus dans la nature. On sait que ça peut aller très vite. Un cas contact en produit d'autres par la suite. Est-ce que ça, c'est de nature à vous inquiéter ou pas ? Oui, tout à fait. Vous avez raison d'en parler. La seule chose qui me rassure, c'est que vous dites 22. 22 Français identifiés. Il y a 23 nationalités en tout et on sait que certains passagers ont été débarqués du navire il y a plus d'1 mois. Oui, mais on sait tous leur identité, leur nom, on sait où ils sont allés, on sait, donc on peut les retracer. J'espère qu'on va le faire. Mon inquiétude n'est pas tellement... si jamais on est capable de tracer ces personnes, de les isoler, alors
on est dans une configuration qui est inédite, parce que jamais, dans aucun démarrage épidémique, on est capable de pouvoir savoir exactement qui sont les cas contacts. Il est vrai que si on perd du temps, il est vrai que si on les laisse dans la nature, risquer de contaminer d'autres personnes, alors on se le reprochera beaucoup et on aura perdu une opportunité qui était de contrôler complètement les chaînes de transmission. Ça fait pas déjà trop longtemps, parce que ceux qui ont débarqué il y a un mois, on en voit certains témoigner sur les réseaux sociaux, le laps de temps est pas déjà trop large? Non, j'espère que non, parce qu'encore une fois, la période d'incubation silencieuse, quand il n'y a pas de symptômes, devrait ne pas être trop contagieuse, et que la période où il y a des symptômes est extrêmement bruyante. Il n'y a pas de forme avec des faibles symptômes. Quand on a des symptômes, on doit vraiment aller à l'hôpital. Un peu comme pour le SRAS. Vous parliez du Covid beaucoup, mais moi, ça m'évoque quand même beaucoup plus le cas du SRAS. Vous savez, c'était le premier coronavirus qui a émergé dans l'humanité et qui avait fait... pendant 18 mois, c'est long, c'est surtout très long, qui a même mis à plat certaines compagnies aériennes. Ça a eu des conséquences économiques importantes, mais quelque part, c'est plus proche d'une maladie aussi grave que le SRAS que d'une maladie comme le Covid. En tout cas, les autorités françaises, parce qu'on va parler de la France aujourd'hui, sont assez actives à ce niveau-là. Les cas contacts, 22 donc identifiés et 14 qui manquent toujours à l'appel. Julie Diengela, vous nous confirmez? Je crois que la ministre de la Santé en a parlé ce matin. Sébastien Lecornu devrait s'y arrêter cet après-midi. Il y a une réunion d'urgence de nouveau organisée à Matignon. On sait que l'identification ou le fait d'entrer en contact avec ces 14 personnes, ça fait partie des priorités. Oui, tout à fait. Pour casser les chaînes de contamination possibles, les autorités françaises qui ont dévoilé les numéros de vol sur lesquels se trouvaient les passagers potentiellement cas contact, à savoir le vol du 25 avril 4Z132 qui reliait Sainte-Hélène à Johannesburg. 8 cas contacts qui ont été identifiés par les autorités françaises. Et ceux qui sont recherchés, eh bien, c'est ceux du vol du 25 avril, vol KL592 qui reliait Johannesburg à Amsterdam, dans lequel se trouvait une passagère néerlandaise qui est décédée de l'hantavirus. Ce que recommandent les autorités françaises, c'est que toute personne ayant été à bord de ce vol et étant cas contact se place à l'auto-isolement et préviennent les autorités françaises. Donc les règles ont été notamment annoncées par décret que la ministre qualifie de très strict, qui permet de placer en quarantaine toute personne qui serait potentiellement contaminée par l'hantavirus. Merci beaucoup Julie. Antoine Flahault, il y a quand même urgence à les retrouver, ces 14? Il y a urgence à les retrouver. Absolument. Il y a urgence à les retrouver et il est très important qu'ils s'isolent, qu'ils ne contaminent pas leur famille, leurs proches et la communauté. Donc c'est très important, en effet, même si probablement c'est de la précaution, c'est-à-dire probablement ces gens ne sont pas contaminants, peut-être, espérons-le, très peu, voire aucun ne sera contaminé. La prudence aujourd'hui, devant cet inconnu, c'est vraiment qu'il soit retrouvé et qu'il soit mis à l'isolement. J'aimerais que vous m'éclairiez autant que vous puissiez le faire d'ailleurs, parce qu'on a encore beaucoup de questions quand même qui se posent concernant cette souche andine. Le niveau de contagiosité, à quel moment on peut contaminer? Parce qu'on a eu le cas de cette néerlandaise qui avait perdu son époux, qui a elle-même pris l'avion en étant malade. Elle n'est pas restée longtemps à bord de l'avion, elle a été débarquée, elle a quand même eu le temps de contaminer une hôtesse de l'air. Ça nous a été confirmé la semaine dernière. Quel genre de contact il faut aujourd'hui et à quel moment, en fonction du malade qu'on a en face de nous, il faut qu'on soit en contact avec lui? Alors, à ma connaissance, l'hôtesse de l'air n'est pas contaminée. Elle était négative, je pense. Mais il y a en fait un petit débat scientifique à ce sujet aujourd'hui. Ça montre d'ailleurs qu'on est au début de quelque chose et qu'on ne connaît pas encore tout sur ce virus. C'est curieux, il a 30 ans ce virus, mais encore une fois, dans les Andes, on n'allait pas tellement regarder. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il y a quand même une épidémie qui a été très très bien décrite dans le New England Journal of Medicine, qui est un très bon journal nord-américain, et qui a décrit un foyer où une personne est arrivée lors d'un anniversaire. Pendant 90 minutes, il est resté dans cette cérémonie d'anniversaire. Il y a une trentaine de morts au total. Oui, lui a contaminé 5 personnes. Il est mort peu de temps après. Sa femme a organisé les funérailles et elle-même était malade et a contaminé 11 autres personnes. Pareil, lors de funérailles, il y a peut-être eu quelques embrassades, etc. Mais ce n'est pas des contacts très prolongés, ce n'est pas des contacts très proche. Donc, je pense qu'il faut se garder aujourd'hui de dire non, c'est pas très contagieux, non, il faut des contacts très rapprochés. Peut-être. C'est ce qu'on nous disait au départ. L'OMS a commencé par dire cela. Il faut c'est ce qu'on croyait. Très proches, notamment dans un couple entre un homme et une femme. Oui, je pense qu'on est dans une contamination qui est
plus facile, y compris par voie aérosol. Aérosol. Oui, parce que c'est un virus respiratoire. On connaît les virus respiratoires. Il n'est pas très différent vis-à-vis de sa transmission et de sa communicabilité du virus de la grippe. Donc je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui considérer, en tout cas, que c'est un virus qui peut se transmettre à peu près de la même façon que la grippe. La létalité, parlons-en, vous me disiez 30%, moi je lisais 38% de taux de mortalité. Quoi qu'il en soit, c'est très fort, c'est très puissant. Quand on est malade, on encourt un risque. Est-ce qu'on a une idée du profil de ces personnes qui tombent malades? Ça peut taper à n'importe quelle porte, des plus jeunes, des plus âgés? Alors, aujourd'hui, il semble que ça puisse taper à n'importe quelle porte. En effet, que des jeunes puissent être tout à fait infectés et malades. Même les personnes qui ont les 2 premiers cas décédés de 69 et 70 ans étaient en bonne santé. En très bonne santé. Donc, c'est pas du tout des gens vraiment ayant de grandes comorbidités, étant très vulnérables. Ce qui se passe, c'est qu'en général, la létalité est très différente dans des petits villages reculés de pays en développement, ou moins développés en tout cas que nos pays européens, et nos infrastructures sanitaires qui permettent, par la réanimation, de passer ce cap de la détresse respiratoire aiguë plus facilement. En général, c'est le cas, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, les personnes qui souffrent de comorbidité, qui ont parfois une immunité qui est un peu défaillante, sont souvent celles qui malheureusement peuvent avoir les conséquences les plus négatives. Et ça peut être évidemment à n'importe quel âge. Vous nous dites depuis le début de cette demi-heure, si je résume bien, c'est une bonne chose finalement que ces patients, ces potentiels cas, en tout cas ces cas contacts, soient pris en charge aujourd'hui dans une structure qui finalement coupe court à toute propagation. Encore faut-il que les États jouent leur rôle et le jouent bien. Je voudrais vous parler de ce cas en Espagne, une photo qui fait beaucoup parler. Il y a le ministre de la Santé espagnol qui vient de tenir une conférence de presse et qui vient de se défendre de tout laxisme il y a quelques instants. Il y a cette photo d'un passager qui a été débarqué, qui portait un masque FFP2 et qui, à bord du car, qui l'avait transféré, l'avait baissé sous le menton. Ça fait partie des choses qu'il va falloir suivre. Comment chacun va bien ou pas se comporter par la suite. Oui, moi, disons que c'est un petit peu la raison pour laquelle je pense qu'il faut être très strict dans les isolements et qu'il vaut mieux qu'il se passe en structure hospitalière dédiée, rompue à ce type d'exercice, plutôt qu'à la maison, à domicile, où on va demander aux gens de bien vouloir mettre leur masque à la maison, etc. Parce que ça, on sait, l'histoire nous le montre, oui, on commence bien et puis on finit par glisser parce qu'on a envie de liberté. Oui, 42 jours, ce sera long, sinon, comme ça. Donc, je pense surtout pour des personnes qui n'ont aucun symptôme, encore une fois. Donc, le fait est qu'il va falloir beaucoup de rigueur pour pas beaucoup de personnes. Hein. Il s'agit finalement d'un nombre très limité de personnes dans chacun des pays aujourd'hui. Et donc, il va falloir beaucoup de rigueur pour pouvoir complètement se débarrasser de ce problème. À quel moment on pourra dire qu'on est complètement débarrassé du problème? Ça, c'est une vraie question. Alors, 6 semaines après le dernier cas qui sera rapporté, parce qu'on a à redouter et à craindre que de nouveaux cas puissent être rapportés parmi les passagers et l'équipage de ce bateau, et peut-être parmi des cas contacts. Ça, il n'y en a pas eu un encore, à ma connaissance. Mais lorsque l'on aura passé le délai de la période d'incubation de 6 semaines, alors on pourra dire que oui, en effet, on sera complètement débarrassé de cette problématique. Cette femme-là qui est prise en charge à Bichat en soins intensifs, ça c'est l'information que vous nous communiquiez en début de demi-heure. Est-ce que sa vie est en danger aujourd'hui ? Alors, je ne me permettrai pas de parler des personnes en particulier, mais on sait que de toute façon, pour toutes les personnes infectées, la vie est en danger. Je pense que la létalité de 30% ou 40% dont on a parlé tout à l'heure est une létalité un peu historique, et celle que l'on pouvait avoir dans les villages andins et celle qu'on pouvait avoir à bord d'un bateau où il n'y avait justement pas de possibilité de soins intensifs et d'oxygénothérapie facile. Donc on va devoir se réadapter là, à la réalité. Oui, je pense qu'on va avoir une létalité inférieure, bien inférieure, et vraiment c'est la raison pour laquelle il était très important que ces patients soient rapidement mis très près de centres hospitaliers dédiés qui savent faire ça. Merci beaucoup Antoine Flau d'avoir été avec nous. Merci pour votre expertise. On va évidemment continuer à suivre de très près même les suites de ces prises en charge, notamment en France. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour le journal de Paris Direct. À tout de suite.